Bonjour à vous, fans de pop culture, et avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, cette dernière est un réupload de ce qui était prévu à la base comme une vidéo en deux parties. Mais dû à la suppression de la première partie et d'une réclamation de droits d'auteur, nous avons décidé d'un commun accord de sortir ces deux parties en une seule et même vidéo. Ce qui ne change pas beaucoup de d'habitude, du coup on a vraiment l'intro, les résumés des deux films et l'analyse de ces derniers. Encore navré pour ces suppressions, en particulier pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, à qui j'indique ici le timecode pour directement commencer sur le résumé du deuxième film. Encore une fois, merci d'avoir été présent à ce moment-là et de vos retours. Quant aux autres, j'espère que vous apprécierez cette très longue vidéo et nous attendons avec impatience vos retours en commentaire. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette même qualité et aussi à mettre un like, ça nous donne le courage de poursuivre. Allez, sur ce, bonne vidéo! Bonjour à vous, fans de pop culture, et aujourd'hui le jour tant attendu est enfin arrivé. Dans PEDG, nous nous sommes pas mal concentrés sur les films d'animation dérivés de mangas et animés très populaires, mais on n'a jamais traité directement le sujet très épineux des adaptations en live action. Et pourtant, Dieu sait que beaucoup de séries animées ont eu le droit à leur adaptation live, que ce soit en série, drama ou bien en film. La pratique ne date évidemment pas d'hier, vous seriez même étonné de savoir que quelques classiques du cinéma japonais sont à la base des adaptations live de mangas bien connus, comme la saga de films Baby Cart, qui eut une énorme influence dans la pop culture japonaise dans les années 70, et dont on peut encore voir les inspirations aujourd'hui. À la même époque, on avait également les films Lady Snowblood et Sazori, qui sont devenus pour le pays deux grandes figures du féminisme, en plus d'être des films jouissifs à regarder. Nice. Et je pourrais continuer la liste longtemps. Dans les faits, les bonnes adaptations live-action de manga populaires, ça fait longtemps que ça existe, contrairement à ce que tous les gens croient. Et ça fait un moment que des cinéastes talentueux ont prouvé qu'ils pouvaient adapter du manga en live-action. Ce qu'il faut se dire, c'est que les animés et les mangas, ce ne sont pas des genres à part entière. Il y a des mangas et animés qui pourraient facilement bien marcher en live-action, et d'autres plus difficilement, comme justement par exemple les neketsu assez fantaisistes dans leur univers. Si je dis tout ça, vous devez vous dire que je défends beaucoup les adaptations live et que cela va sans doute me servir de tremplin pour présenter un exemple d'une excellente adaptation de manga populaire en live-action. Non, tout l'inverse même. Laissez-moi me rassurer avant de parler des films live SNK, je vous en prie. C'est en 2006 que le jeune Hajime Isayama commence sa carrière dans le monde de la publication, avec sa toute première œuvre phare, Shingeki no Kyojin. Version one-shot. Et oui, puisque bien avant d'être un manga à succès, SNK était avant tout un one-shot assez différent du manga que nous connaissons aujourd'hui, très inspiré par les films d'horreur de son enfance comme Godzilla, ou du jeu vidéo Move Loove Alternative, voyant l'humanité presque éteinte face à une invasion de créatures extraterrestres au design très dérangeant. Isayama surprend en plaçant son univers dans un monde où les titans ont réduit la population humaine à 8% en un siècle. Dans ce monde, nous suivons Tsubaki, une adolescente déterminée à venger la mort de ses parents tués par des titans, et qui aspire à devenir la disciple de Murakumo, un combattant légendaire qui cache de sombres secrets. Dans les faits, l'univers ressemble beaucoup au futur manga de Isayama, que ce soit dans son concept ou ses enjeux, et l'on retrouve particulièrement l'envie de l'auteur de raconter des histoires assez dramatiques et épiques à la fois. En résulte un one-shot ma foi sympathique et original sur pas mal d'idées. Et cette histoire fera forte impression chez certains éditeurs, sauf la Shueisha qui avait jugé ce one-shot comme trop pessimiste, pas du tout en phase avec le ton du Jump, et aussi, bon, faut se l'avouer, très mal dessiné. Mais grand bien leur face, puisque ça n'empêchera pas Isayama de se faire remarquer par le magazine Kodansha, qui lui permettra de publier son histoire dans le Weekly Shonen Magazine, et ainsi remporter son premier prix, et de faire ses premiers pas à Tokyo dans le monde du manga. Ce dernier réussira à choper un poste d'assistant
auprès de Yuki Sato sur Dr. Yokai. Et en parallèle de ce travail, il écrira 2 nouveaux mangas, Heartbreak et Horse, qui confirmera certaines obsessions de son auteur, mais ne connaîtra pas le succès escompté. Et c'est alors qu'en 2009, l'éditeur Kodansha lui propose d'écrire une série pour son tout nouveau magazine mensuel, le Besatsu Shonen Magazine. Isayama accepte volontiers l'offre et se dit qu'il va se réconcilier avec le succès en retravaillant sur son premier one-shot qui avait fait tant parler de lui. Il travaillera pendant 6 mois sur sa nouvelle série, reprenant les bases de son tout premier one-shot, tout en changeant bien des détails, comme le background de l'univers et les personnages. Et après autant de boulot, l'auteur a déjà une bonne idée des grandes lignes de son histoire, et même les réponses de tous les mystères de son univers. Soutenu par son éditeur Shintaro Kawabuko, l'apparition débute le 9 septembre 2009, et ainsi commence la légende SNK. L'Attaque des Titans a eu un succès quasi immédiat. C'était une œuvre assez originale pour l'époque, grâce à son univers et ses divers mystères moteurs d'intrigue, qui permettent à l'histoire de gagner de plus en plus en intérêt au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, et surtout grâce à sa menace, très peu exploitée dans la pop culture, les Titans, qui marquent par leur design étrange, aidé par le dessin, et avec leur visage monstrueux ou juste figé à une seule expression et leur gestuelle qui les rendent absolument imprévisibles, et donc effrayants et dérangeant. C'est ce qui avait fasciné les gens à l'époque et ce qui avait permis à SNK de très vite se faire un nom et devenir l'un des mangas les mieux vendus et les plus suivis. Ce succès, on le doit aussi à l'adaptation animée de toute beauté proposée par Wit Studio en 2012, réalisée par le grand Tetsuro Araki, déjà responsable de la fabuleuse adaptation animée Death Note et aussi de Aoi Bungaku Series, Guilty Crown, High School of the Dead ou plus récemment Bubble. Mais le saviez-vous que bien avant que soit annoncée une adaptation animée, un autre projet d'adaptation était prévu? Et oui, on y vient enfin. Je parle bien évidemment d'un film en live action. Puisque oui, dans l'industrie du manga, il n'est pas rare de voir des mangas à succès être adaptés sous d'autres formats qu'animés. L'industrie des séries animées n'est pas la seule à permettre une nouvelle rentabilité pour une œuvre à succès. Par exemple, il arrive très souvent que des mangas de romance ou même des shoujo se font directement adapter en drama plutôt qu'en série animée. Pour SNK, le projet était très ambitieux et concordait avec la préparation de l'adaptation animée de Wit Studio. Donc clairement, le projet était calculé pour surfer sur la future vague de hype qu'allait provoquer l'anime Shingeki no Kyojin. Le projet est annoncé en octobre 2011 pour une sortie visée vers courant 2013. Le film sera produit par la Toho, la boîte de production la plus importante de toute l'archipel, et il sera réalisé par Tetsuya Nakashima, un réalisateur qui vient tout juste d'être primé pour son film Confession, l'histoire d'une mère qui planifie sa vengeance contre les meurtriers de son enfant, que je vous conseille vivement, c'est particulièrement beau et efficace, mais si je devais vous conseiller un seul film du réalisateur, ce serait la comédie musicale dramatique Memories of Matsuko, montrant toutes les aptitudes de réalisation assez folles de son metteur en scène. Vraiment, si vous avez l'occasion, regardez ce film, c'est un délire. Bref, c'est un réalisateur fort de son expérience et qui pourrait essayer de tirer son épingle du jeu avec un gros film de monstre. Isayama et Nakashima se rencontrent plusieurs fois pour ce projet de long métrage et pour établir un scénario. Mais en décembre 2012, le réalisateur annonce qu'il se retire complètement du projet, mettant à mal la post-production, obligé de recommencer à zéro. Les raisons de son départ sont connues, mais je les révélerai bien plus tard, car elles sont pour moi assez signifiants, donc gardez cette information en tête pour l'analyse. La Toho se retrouve un peu prise de panique et décide de tout mettre en pause pour trouver un nouveau réalisateur, et profiter de l'occasion pour voir si l'adaptation animée aura le succès escompté. L'animé sera évidemment un gros succès à sa sortie, et un nouveau réalisateur est trouvé en décembre 2013, en la personne de Shinji Higuchi. Et sur le papier, on peut pas faire plus parfait comme choix pour une adaptation live de SNK. En effet, ce réalisateur est très connu pour son travail pour les films de type tokusatsu, qui désignent des films n'utilisant que des effets pratiques pour leur long métrage. Ces films désignent le plus souvent les genres du kaiju, de la SF ou du Super Sentai. Et ce sont justement des genres sur lesquels le réalisateur s'est déjà bien prouvé capable à des postes bien variés, que ce soit responsable d'effets spéciaux sur Caméra, Gardien de l'Univers, storyboarder sur Gunbuster, mais aussi et surtout scénariste et storyboarder sur Neon Genesis Evangelion. Il prouvera aussi ses talents de réalisateur sur divers longs métrages, comme le film de sous-marin Le Relay, La Sorcière du Pacifique, le film catastrophe Sinking Japan, le film historique Floating Castle, et même avec les kaiju, avec ni plus ni moins qu'un court-métrage servant de préquel à Nausicaa, la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Et ça défonce.
Donc, clairement, niveau réalisateur, SNK a le droit à du lourd. Pour le scénario, on fait appel à Yusuke Watanabe, à qui l'on doit déjà 2 adaptations manga en live action, le plutôt bon Gantz de 2011 et le très moyen 20th Century Boys. Et on lui donne comme collaborateur un critique cinéma et superviseur de sous-titres, dont c'est le premier travail sur un long métrage. Ouais, là c'est bizarre quand même. Mais restons positifs. Pour la musique, on ne rappellera pas Hiroyuki Sawano, mais Shiro Sagisu. Quant au casting, on prend un peu les petits minets un peu hype du moment qui passe. Et pour le projet, on voit grand en termes de marketing. On annonce déjà un drama se déroulant sur une période non abordée par les films, suivant le personnage de Hansi et utilisant les mêmes acteurs que les films. On dit directement que pas mal de personnages du manga et de l'anime ne seront pas présents dans cette adaptation et que nous aurons le droit à des personnages inédits. Le ton y est, l'attaque des titans en live action ne sera pas forcément une adaptation très fidèle au manga de base. On communique pas mal sur le fait que le tournage s'est déroulé en partie sur l'île abandonnée de Gunkanshima, toujours dans cette optique d'avoir un environnement collant avec l'esprit effet pratique du réalisateur. Et pour bien commencer à faire monter la hype, rien de mieux que d'introduire les titans du film qui seront révélés dans une pub pour la nouvelle Subaru Forester XT. Facile en prise en main, agréable, ergonomique, essuie-glace de grande qualité et une véritable force de la nature qui vous convaincra à n'en point douter. Et ouais, il y a des titans dans la pub. Mais bon, malgré tout, la pub est plutôt bien reçue, comme les titans qui ont un design proche du manga. Le réalisateur avait pris la décision pour cela de filmer de vrais acteurs maquillés et d'utiliser de la CGI pour accentuer quelques aspects physiques exagérés. Une pratique qui lui fut inspirée par le film Alice au Pays des Merveilles avec la Reine Rouge. Bon, au moins un truc de bien à retirer de ce film. On annonce ensuite qu'il ne réalise pas seulement un film, mais 2, si ça c'est pas beau. La partie 1 sortira le 1er août 2015 au Japon, et sa suite le 19 septembre 2015. Mais non. Alors oui, décision très étrange, d'autant plus que parfois un succès en salle, même au Japon, reste plus d'1 mois en salle. Et là, c'est limite empiéter sur la sortie de l'autre, si l'on espère un gros succès. Mais bon, plusieurs trailers finiront par sortir, nous révélant un peu plus l'intrigue, et là, ça commence déjà à refroidir pas mal de monde. Parce qu'on voit déjà pas beaucoup de parcours tridimensionnel, et que le film fait pas le figure face à son homologue animé. Mais la production reste confiante sur le gros succès du film, et prévoit déjà une sortie internationale pour ce dernier sur 63 pays. Ouais, s'agirait peut-être de doser quand même. Installez-vous, j'espère que cela vous plaira. Assez parlé. On est parti. Bon, le film commence par une jolie petite intro animée pour essayer de nous rassurer et nous donner un background similaire au manga. L'humanité est en voie d'extinction avec l'invasion des titans, et pour se protéger de ces derniers, les humains ont trouvé comme seule solution de bâtir plusieurs énormes murs autour de leur ville. Bon, en vrai, l'intro est pas dégueu, et on va peut-être passer un meilleur moment que waouh. Ça crache, ça pue, c'est moche. Bienvenue au Moyen-Âge. Ah oui, clairement, on se croirait dans un bidonville à Rio plutôt que dans une cité germanique. Bon, le film nous introduit vite fait à Armin, que vous aurez sans doute reconnu sans grand mal, et Mikasa. Et nous voilà face à notre héros, Eren Yeager, joué par le regretté Haruma Miura. Eren regarde l'horizon des murs tout en étant posé sur un missile abandonné. Oui, vous allez vite le remarquer, l'univers de ce film est bien plus avancé au niveau technologique que le manga. Mais essayons de passer outre et de ne pas nous jeter par la fenêtre et voyons ce qu'on veut nous proposer. Eren leur confie son rêve de voir ce qu'il y a par-dessus le mur et voir enfin un océan. Mais bon, il l'exprime un peu à sa manière. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Ils partent tous sous l'impulsion d'Eren vers le mur pour essayer de l'escalader, avec aucun équipement et leurs vêtements de crado. Bon, là je suppose qu'il n'y a aucune chance qu'ils passent, surtout vu le nombre de gardes qu'il y a autour des murs. Ah bah non, ça passe. Bon, ils arrivent jusqu'au pied du mur et... Comment il t'a défoncé?
Juste devant le mur, Armin et Mikasa commencent à se chier dessus, ça valait vraiment le coup de faire tout ce chemin pour dire qu'on n'y va pas finalement, mais c'est déjà trop tard, ils se font griller. Voilà les Didi, le mur ça s'admire de loin. Bon, heureusement pour eux, les gardes sont bien nazes et arrivent même à se faire marave par des ados à peine sortis du collège. Même Armin arrive à presque leur arracher une arme, non mais sérieux? Un vieux soldat vient les aider, un dénommé Soda, qui nous apprend que les parents de Eren ont disparu il y a bien longtemps et qu'une exploration en dehors des murs va bientôt avoir lieu. Il invite notre héros à rejoindre cette expédition, mais alors que Eren touche des doigts son rêve... Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Le titan colossal apparaît et nous donne une scène très fidèle au manga, plutôt sympa quelque part, mais je me demande juste... il galère pas un peu avec le mur ? Le mur s'ouvre avec enfin le premier aperçu des titans qui rentrent dans l'enceinte des murs et font un véritable massacre. Les gens sont dans la panique et du coup je suppose que c'est pour ça qu'ils prennent pas mal de décisions un peu connes, comme le fait de s'entasser dans des petites ruelles et se faire choper facile, ou la meilleure, s'abriter dans une pauvre chapelle en bois pourri. Eren arrive à s'y abriter, mais Mikasa est restée derrière pour sauver un bébé et semble prise d'une envie de ne pas partir. Le saviez-vous? C'est une référence. Donc bon, au bout d'un moment, Eren arrive à sortir de la chapelle en bois qui se transforme en véritable bol de snack pour Titan. Pour oublier ton calvaire, mange le burger qui coule par terre. Tout le monde au snack bar chez Raymond. J'ai des ceux qui savent. Attention, l'abus d'humain est dangereux pour la santé. Pour être un humain en bonne forme, n'oubliez pas de manger 5 bambins et 5 vieillards par jour. Les humains sont notre avenir, économisons-les. Tout le monde se fait bouffer dans l'église, Mikasa a disparu et Eren traîne au milieu des décombres de ce massacre. Et c'est après cette intro qu'on a le droit à une petite ellipse de 2 ans, où on retrouve notre héros et Armin au sein d'un bataillon commandé par un... Ah bah là voilà, là on fait référence à la culture germanique. Merci. Tu vas avoir des problèmes, toi. Mais tu vas avoir des très gros problèmes. Bref, ce dernier nous explique que leur objectif va être de boucher le mur pété il y a 2 ans, en explosant le haut du mur pour que les débris retombent sur le trou. Pour ce faire, ils rejoindront la fameuse escouade du légendaire capitaine Shikishima, et on nous présente ainsi le personnage de Hansi, qui me donne toujours des palpitations de gêne à chaque apparition. Bref, alors que Eren et Armin partent manger, ils croisent la route de Soda. Ça blablate sur ce qui s'est passé, bouhouhou, que c'est triste la guerre, tout ça, pendant que tout le monde fait encore la queue pour la cantine. Enfin, Armin fait genre d'être intelligent, Sacha bouffe, Eren joue à la bagarre avec Jean, classique quoi. Non mais sérieux. Salope! Pétasse! Salope! Pétasse! Salope! Toute la petite troupe se prépare à partir, Eren entend parler d'une grande guerrière qui accompagne le général Shikishima. Je me demande vraiment qui cela peut bien être. Ça se voit pas mais je fais un clin d'œil. Tout d'un coup, le fourgon s'arrête. Tout le monde descend, se sépare et Eren trouve un... Et puis, c'est à ce moment-là que tout part en couille. Plus que d'habitude. Déjà, on a enfin l'apparition du fameux capitaine Shikishima avec cette réplique. Quoi ? T'es flippant. On a tous nos bons soldats qui se refusent d'utiliser leur équipement tridimensionnel, que ce soit pour s'enfuir ou même se battre, même si certains semblent montrer qu'ils en ont pas vraiment besoin. On m'appelle Monsieur Porc. Et ça marche, bordel! Et donc c'est après ce massacre qu'on nous présente le capitaine Shikishima et son assistante qui se révèle être Mikasa.
これ以上大気を乱すな。 Moi aussi, tu m'as manqué. Eren essaye d'interroger Shikishima sur le changement d'attitude de Mikasa, mais d'abord c'est l'heure de jouer aux devinettes de Shikishima. Car je suis en scooter. Un escalier mal agencé. Une poutre. Plus sérieusement, pour vous résumer, Shikishima se comporte comme un faux badass qui traite tout le monde comme des moutons à la solde de l'État. Et Mikasa joue les dépressifs sans émotion sur lequel un titan a juste tapé un croc avant de... la lâcher. En même temps, je te l'ai toujours dit que t'étais sans saveur comme fille. Mais à peine Eren a le temps de digérer toutes ces infos que Shikishima, lui, nettoie tranquille la gueule. Alors les enfants, le nettoir, ça s'écrit comme ça. Après ça, le camp se transforme d'un coup en putain de bésodrome, et Eren se fait lui-même alpinguer par une jeune mère célibataire. Ah bah enfin, il y avait vraiment trop de scénarios dans ce porno. Bon, le repos n'est que de courte durée vu que les titans ont eux aussi la dalle, et la suite est un enchaînement de mouvements de panique et d'action, et dans tout ce brouhaha, un clodo pique le camion avec les explosifs qui sont censés servir à boucher le mur, avant de se faire lui-même voler le camion par une meuf qui... Ah bah la voilà, ma référence à la culture japonaise. Bon, on est foutu. Mais bon, du coup, les voilà bien emmerdés parce que c'était tous leurs explosifs qui ont été, explosés du coup. La situation est désespérée, ils sont perdus, mais Eren, lui, il y va. Jean, t'es qu'un pédé. Lui, il a le courage, il a le cœur, et il a... plus de jambes. Bon bah, tant pis. Comme dans le manga, Eren sauve Armin dans la gueule d'un titan, Mikasa en est choquée. Enfin, je crois. Elle part buter du titan pour se relax et arrive ce que nous attendions tous, l'arrivée du titan assaillant. Ce dernier défonce les titans aux alentours, s'effondre comme une merde avant de faire du mal à Mikasa. On le libère du corps du titan et cet enfoiré peut pas s'empêcher de gueuler. Ta gueule! Et on finit sur un plan à la Twilight Révélation. Oui, ou Avatar, ça va. Et comme tout bon film, on finit sur un gros rap pour le générique de fin. You know, don't give a damn about what's right or pleasing everyone around me. Voilà, fin de l'épisode 1, maintenant on part sur... Oh putain. Rebonjour à vous, fans de pop culture. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure sur les deux films live SNK. Je vous invite à aller voir la partie 1 avant celle-ci, qui vous éclairera sur le contexte de production de ces deux films, ainsi que le résumé de la première partie. Maintenant, attaquons-nous directement au second opus, voulez-vous ? Alors, ce deuxième film est bien aimable, puisqu'il nous fait un résumé complet du premier film, au cas où vous auriez eu la sage décision de ne pas aller voir le premier. Bref, c'est de la merde. Le film débute sur un flashback où le père d'Eren sous Champi fait des expériences cheloues sur ce dernier, ce qui est censé expliquer vite fait son pouvoir de titan. On révèle aussi que Eren a un frère qui a subi les mêmes expériences. Ah bah j'ai hâte de voir comment ça sera utilisé plus tard dans l'intrigue, hein. Et on voit également la mort des parents d'Eren tués par la brigade spéciale menée par Kubal. Et après ces révélations plus que bancales et mal amenées, nous retrouvons Eren enchaîné dans... une drôle de position, D'accord, je vais y avoir droit, j'ai compris. Assouvissez vos bas instincts, ignobles individus. Donc, comme dans le manga, Eren est soupçonné après sa transformation d'être un traître à la nation. Mais heureusement, Armin est là pour essayer de sauver son cul. Eren, ta gueule. Quant à Mikasa, elle est... là, mais heureusement que Soda, lui, il intervient avec un discours qui... Ah non, mort. Mais alors que Eren et ses amis allaient être exécutés pour traîtrise, un titan cuirassé arrive pour enlever Eren et tuer le général Kubal.
Eren se fait donc enlever malgré les sourcils froncés de Mikasa, les gentils décident d'aller récupérer la bombe vue dans l'intro du 1 pour aller fermer la brèche, tout le monde est déter, et alors là, stop, parce qu'on va encore rentrer dans ce qui pour moi est la partie du film la plus étrange. Nous passons donc à Eren qui se réveille dans ça. Et il se fait réveiller par un jukebox, et Shikishima repart sur les devinettes à la con. Je t'emmerde. Toi, et ta gueule de cul, tu m'entends, je te crache à la gueule. Pour moi, t'es de la merde. Et tout en sirotant sa belle coupe de champagne avec une véritable démarche de pétasse se croyant à la Fashion Week, il nous révèle toutes les vérités de ce monde. Vous êtes prêts ? Et ben en fait, les Titans, c'est une expérience militaire des Américains qui a mal tourné, on est dans un Tokyo post-apo, et c'est le gouvernement qui a orchestré la destruction du mur pour garder les gens dans la peur. Voilà, voilà. Mais c'est nul. Shikishima veut que Eren le rejoigne dans son armée de révolutionnaires pour détruire le gouvernement en place, parce que c'est lui l'élu. Comme si cet argument débile allait... Ah, bah si, ça marche. Samplon 95, une très bonne année. Pendant ce temps, dans le camion de notre belle troupe de... Mikasa essaye un peu de se confier. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse. Ils finissent par trouver la bombe, la transportent et rencontrent, oh là là, la fameuse grande armée révolutionnaire. Petite ou grande, on s'en fiche, du moment qu'elle est bonne. On a le droit à de chaudes retrouvailles entre Eren et Mikasa. Shikishima explique finalement son grand plan pour renverser le gouvernement, qui est de détruire les murs intérieurs avec la bombe pour faire entrer plus de titans et ainsi anéantir le gouvernement. Ça se passe de commentaires. Eren s'insurge bien sûr contre ce plan d'extinction de masse, et Mikasa, bah... On appelle ça le pouce, mais je les ai jamais vus pousser. C'est Mikasa. Mais bon, Eren, lui, répond à la folie de Shikishima en juste... Petit con, hein. Shikishima le comble de déshonneur avec une ref à Jojo. Ah ça par contre ça y était pas. Armin sauve Eren en menaçant de faire exploser le missile avec un détonateur de son invention, mais Shikishima ne le croit pas assez couillu et il a bien raison. Mais Sanagi vient faire diversion de manière toute simple, faire tomber une tour sur les méchants, à main nue bien sûr, ma gueule. Ne pas rigoler, ne pas rigoler. Réussit à s'enfuir et s'attriste du pauvre sort de Sanagi. Yes, very sad. Anyway. Mais ils se font vite rattraper par Shikishima qui se transforme en titan. Ah, classe. Ah, non. Tout le monde part pour la baston et Shikishima se fait alors déglinguer par Eren en 1v1. Après ça, nos héros peuvent enfin exécuter leur plan avec l'aide de Eren sous sa forme de titan qui va monter le missile en haut du mur sur une... longue scène de montée. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ils installent enfin le minuteur et ça tombe mal car... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Il explique que c'est lui qui a tout manigancé, que le mur est nécessaire et que c'est l'enfer sur Terre et qu'il faut se résigner à vivre dans les murs. Merci Sacha. Et c'est ainsi que Kubal se transforme en titan colossal. Faites semblant d'en avoir quelque chose à foutre, s'il vous plaît. Les héros tentent de le retenir le temps que la bombe explose, tout le monde se bat, gagne du temps, mais la bombe n'explose pas. Mikasa voit un peu le problème et Shikishima arrive tout titubant, je sais pas comment il est monté et je commence sérieusement à m'en branler. Sans trop de justification, Shikishima se porte volontaire pour porter le coup fatal et gros boum! Plan moche de Mikasa et Eren, tout le monde se sourit, tout le monde est heureux, Jean est mort, tout le monde s'en branle et nos héros font face aux ruines de Tokyo. Ah non!
sans moi. Et bon, quel immense sac de nœuds. Sans déconner, je crois qu'on est devant les 2 films les plus mauvais que j'ai eu à traiter jusqu'à maintenant. Et les problèmes sont tellement divers et éparpillés que je saurais même pas par quoi commencer. Oh, putain. Bon écoutez, on va s'attaquer avec le plus évident, car là, c'est plus possible. Et c'est parti pour le premier round. Écoutez, si un jour vous ambitionnez de devenir scénariste ou romancier, il y a un piège sur lequel tombent presque tous les débutants. C'est celle d'écrire une histoire bien trop complexe et avec bien trop de personnages. Et ces 2 films en sont l'exemple, mais parfait. Même si je trouve l'introduction plutôt ok, nous présentant correctement l'univers, les protagonistes et les motivations de son héros, tout se casse très vite la gueule dès l'ellipse. L'histoire part dans tous les sens et le scénario semble presque improvisé au fur et à mesure. Ce qui est bien dommage, puisque l'histoire partait avec un objectif bien défini, reboucher le trou du mur avec des explosifs et protéger la cargaison des titans sur le chemin. Rien qu'au niveau conceptuel, on aurait pu avoir un très bon film simple de 2 heures, haletant et sous tension, où nos héros doivent non seulement survivre, mais aussi protéger la cargaison d'explosifs qui est presque le dernier espoir de l'humanité. Mais non, on ne ressent aucune tension vu que les explosifs sont récupérés en milieu de chemin et non pas dès le début. Donc on a tout un segment où on essaye de nous faire peur avec uniquement la possible présence des titans, ce qui est possible à faire, hein, mais il faut me construire une ambiance autour de ça, et pas essayer de trouver des excuses merdiques pour forcer les personnages à sortir d'un camion blindé pour se précipiter vers des ruelles sombres. Ça c'est artificiel, ça c'est nul quoi, comme façon de faire peur. Je veux dire, merde, prenez un film au concept d'intrigue similaire, comme Le Salaire de la peur de Clouseau ou son remake américain de Friedkins, qui raconte l'histoire de 4 hommes qui doivent conduire 2 camions remplis de nitroglycérine sur 500 km sur une route dangereuse, pleine de danger contre une grosse somme d'argent. Et bien ça, c'est un film qui utilise la tension au maximum. On est collé sur son siège en espérant qu'un des 2 camions n'explose pas. On s'attache sur la route aux différents personnages qui nous racontent qu'est-ce qui les a menés à faire ce job dangereux et quels sont leurs projets de vie avec l'argent gagné. Vous voyez, un concept simple sur lequel on construit des choses autour. Et SNK, les 2 films, c'est un concept de base simple, mais on fait des détours tarabiscotés qui mènent à un final qui nous fait dire que l'intrigue n'avait aucun sens dès le départ. Parce que il y a trop de choses, trop d'idées mises en même temps, trop de personnages inutiles, trop de sous-intrigues, et putain, trop de révélations absolument pas préparées. Vous savez, la préparation paiement, cette règle narrative qui permet à un élément introduit dans le premier acte d'être un gros indice sur une révélation venant bien plus tard. Et bah là, autant dire qu'on se torche direct avec. Parce que, à part la pin-up sur le missile qui laisse un trop gros indice à mon goût sur la révélation prévisible de l'univers, tout le reste est juste gratuit et absolument pas construit. La survie de Mikasa sur l'acte 1 ? Surprenante, oui, mais elle n'a aucun sens. La révélation de Eren en Titan ? Pourquoi avoir foutu le flashback avec ses parents dans le film 2 et faire comme si ses parents n'existent carrément pas dans le film 1 ? C'est pas cacher des indices, c'est sortir un flashback de son cul pour tout expliquer. Le fait que Shikishima soit le frère de Eren, ça sert à quoi dans l'histoire ? C'est quasi pas abordé par les personnages eux-mêmes, tout le monde s'en fout. Que Kubal soit le titan colossal, il y a mais alors rien comme indice qui indiquerait que ce soit lui. C'était même pas un mystère à la base, on se posait plus la question arrivé à la révélation. Putain, mais c'est digne d'une telenovela mexicaine mal foutue, quoi. Il est clair que nos 2 scénaristes se sont complètement perdus dans leur histoire, et ils se sont pas aidés avec les impératifs de recréer des scènes du manga et de l'animé. C'est sans doute ce qui les a obligés à faire des méga détours dans l'intrigue, à coups de flashbacks ou expositions lourdingues pour essayer de coller les morceaux ensemble. La transformation de Eren en titan en est le parfait exemple. Et ce manque d'imagination se sent clairement sur les secrets de cet univers, qui sont à mourir de rire. Les origines de ce monde sont nazes et d'un classique digne d'une série B de zombies. Le coup des expériences militaires qui tournent mal, faudra penser à arrêter à un moment donné. C'est genre vraiment l'idée de base merdique à souhait. Et pareil pour la révolution de Shikishima. C'est en trop. Et à un moment, faut choisir vos méchants, soit le gouvernement, soit les révolutionnaires. Mais pour mettre les deux, faut avoir un certain talent d'écriture. Dommage. L'intrigue est fouillie, brouillonne, va dans tous les sens, à tel point qu'on ne fait que subir tous les rebondissements, on ne les vit pas. Et c'est clairement pas aidé par les personnages. Oh, n'exagérez pas, je n'étais pas aussi mauvais. Hey! 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 Oh si!
Vous savez ce que j'aime beaucoup dans SNK? C'est les personnages. Leurs liens, leur développement et leur vision du monde. Le manga a le luxe d'être long, donc il a bien le temps d'introduire de multiples héros et antagonistes, et de les exploiter sur le long terme. Et pour ces films, je ne comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Comme je l'ai déjà dit, le casting est bien trop conséquent. Que ce soit dans l'escouade, avec le couple amoureux Transi, la MILF, le costaud, Jean, Armin, Eren, Mikasa, Shikishima, Hansi, Soda, bref. Il y aurait clairement eu le mérite de faire des coupes, mais je suppose que ces derniers sont développés dans la série drama servant de préquel. Mais c'est con, j'ai pas du tout envie de la mater et j'ai une fâcheuse tendance à juger un film sur ce qu'il est. Un film. Donc désolé, mais la moitié sont pas du tout développés et pas attachants pour un sou. Soda a peut-être un côté père de substitution, mais il est trop peu présent et fait rien de vraiment concret à part crever. Hansi est juste insupportable, le parfait cas de surjeu pour un personnage un peu foufou dans le manga qui se retrouve insupportable une fois délivré en live action. Oui, là c'est gênant, hein. Seul Jean a en quelque sorte une intrigue à peu près cohérente, passant du couard qui refuse les idéaux guerriers de son père en un fort soldat prêt à se sacrifier pour l'humanité. Mais ce qui le fait changer d'avis est assez flou, et on a plus l'impression qu'il reste pour se battre, non pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il a pas le choix. Sacha reste badass, mais son histoire d'amour naissante avec Armin est pas vraiment intéressante et c'est tout ce qui l'a défini en tant que personnage, en plus de manger des patates. Quant à notre trio principal, autant dire que c'est assez catastrophique, autant Armin reste à peu près vraisemblable et c'est peut-être avec Sacha les meilleurs acteurs du film, mais on aura un plus gros problème avec Mikasa et Eren. D'abord, Mikasa n'a presque pas de sens en tant que personnage, elle n'est pas attachante, voire même détestable à certains moments, mais le film veut nous la faire passer pour une grande gentille tragique. Elle a un changement brusque de comportement envers Eren et Armin après l'ellipse, et l'explication est juste qu'elle voulait tout laisser derrière. Elle a même pas cherché à les retrouver, elle s'est juste dit YOLO, je passe à autre chose. Ça justifie pas pourquoi elle est aussi froide avec Armin ou Eren quand elle les retrouve, ni son blocage facial sur une seule expression durant tout le film, qui n'aide vraiment pas à rendre le personnage attachant. La Mikasa du manga est aussi froide dans son comportement, mais ses actes traduisent un grand amour pour ses proches, parfois même trop. Mais on sait le personnage pavé de bonnes intentions pour ses camarades. Si vous lui retirez ça, elle devient juste une machine à buter des titans. Si encore elle avait eu le sentiment d'avoir été abandonnée par Eren et Armin, là ça aurait eu plus de sens, mais non, elle veut juste plus traîner avec depuis l'incident. Tu parles d'une pote et la pauvre actrice qui peut strictement rien en retirer en termes de jeu. Donc on se retrouve sur un sous-jeu constant qui vraiment peine à voir, ce qui est tout l'inverse de son homologue Eren. Clairement, c'est une horreur, que ce soit dans son jeu complètement aux fraises, ses dialogues, ou tout simplement le personnage en général. Rien ne va. Pourtant, il y avait de bonnes bases, C'était celui qui avait les ambitions les plus claires au début du premier film, voir par-delà les murs et se venger des titans après l'incident, mais on n'en fait pas grand-chose. Ça s'engueule avec Jean pour pas qu'il le traite de couille molle, ça suit Shikishima sans connaître son plan, ça bugle comme une chèvre en rut quand c'est pas content, ou qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Ça y est, c'est fini, tu as piqué ta grosse colère. Eren, c'est en fait un gros con qui sait même pas ce qui se passe, avec des dialogues niais. Ils auront beau mettre plein de révélations sur ses affiliations, son passé et ses pouvoirs, mais ça suffit pas pour rendre ton héros intriguant, s'il arrive même pas à agir en conséquence. Après, clairement, c'est pas le pire, car vous me voyez venir, celui qui annihile le film de tout sérieux et en fait un nanar à lui tout seul, c'est le fameux Shikishima. Nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une création originale, et il est un peu LE personnage clé des deux films. Il détient quasi toutes les vérités, il est réputé comme l'un des soldats les plus forts du monde, se tape l'héroïne, chef d'une armée révolutionnaire, vilain qui se veut charismatique, et qui a même le droit à une rédemption à la fin. Rien que là, on a un problème. On sent que c'est le petit chouchou des scénaristes, leur petite création, même si très inspiré du personnage de Murakumo dans le one-shot de SNK, et non pas de Levi comme je l'ai entendu de ci de là. Et c'est un peu leur définition de ce qui est cool et badass. Mais qu'est-ce qui arrive quand des gens ringards essayent d'écrire un méchant trop classe de la mort qui tue? Ça donne une putain de caricature ultra gênante. Le mec veut sauver l'humanité en dégageant le gouvernement corrompu qui les dirige et les enferme dans la peur. Ok, cool, c'est intéressant.
intéressant et ça donne à réfléchir sur l'univers. Mais ça colle pas avec un plan impliquant de faire rentrer plus de titans pour renverser le gouvernement dans la panique. C'est comme provoquer un tsunami sur une ville et espérer régner sur des décombres, c'est idiot. Et ça sort pas les gens de la peur, bien au contraire. Et si encore c'était un fou isolé, ça passerait, mais pas du tout, c'est carrément toute une faction qui suit le plan de se dégénérer. Et la mise en scène le montre comme s'il était l'anti-héros ultime sur lequel on pourrait se dire « Ah ouais, non, il a pas tort, il est ridicule !» Que ce soit ses dialogues en mode petit gâteau chinois, son caractère et surtout ce jeu d'acteur en putain de roue libre. Regardez-moi cette démarche de mec qui se la pète, mais quel malaise! J'ai l'impression de voir une imitation TikTok! Je hais ce personnage, je déteste ses dialogues, sa démarche, son parcours, son histoire et l'acteur pour ce travail. Vu que oui, Hiroki Hasegawa, l'acteur qui le joue, est très loin d'être un branque et a déjà prouvé qu'il n'était pas un mauvais acteur. Mais bon, quand t'arrives à faire jouer comme une quiche le légendaire Jun Kunimura, fallait pas espérer grand chose pour les autres. Bref, tout ça pour dire que ces personnages n'arrivent pas à raconter une histoire ou à dégager une morale de leur parcours. À part que oui, la dictature c'est mal, et faire tout péter c'est mal. Waouh, bah super, on est bien avancé, hein. Clairement, je me sens pas investi dans ce qui se passe ou ce qui se raconte. Je mentirais si je disais que je me suis pas fait chier devant ces deux bouses. Mais je mentirais également si je disais qu'il y avait vraiment rien à sauver. Les gars, relax, c'est seulement la mi-temps. Si c'est clairement pas dans l'aspect narratif qu'on va trouver quelque chose à manger, il faut essayer de voir ce que nous propose le film en termes esthétiques. Et déjà là, on trouve enfin des trucs à kiffer, comme quelques parties pris de mise en scène que je trouve assez... ok. Surtout quand il s'agit de filmer des scènes de carnage impliquant des titans. L'attaque de la ville dans le premier film a quelques bonnes idées en termes de réalisation. Que ce soit la scène de la ruelle où il finit par pleuvoir du sang, ou encore les mains sortant des portes de l'église où les gens se font bouffer. Le tout est le plus souvent filmé caméra à l'épaule pour donner l'impression de panique et de catastrophe dans la ville, comme une catastrophe naturelle prise sur le vif avec une caméra. Cette scène de panique est aussi aidée par l'esthétique des titans, que je trouve vraiment géniaux et très proches du manga. On les sent comme inarrêtables et horrifique dans ces films, en plus d'être très bien fait avec ce mélange de CGI et de maquillage. Vraiment, je suis impressionné de ce côté-là et j'avouerai même, mais ça c'est assez personnel, beaucoup aimé les titans primordiaux. Je sais que pas mal de monde n'aime pas trop leur aspect carton-pâte qui fait un peu méchant de Power Rangers, mais moi je les trouve charmants, en plus d'être une bonne réadaptation des designs originaux du manga. De plus, le fait que ce soit de vrais acteurs sous des costumes permet une grande liberté pour les combats que je trouve assez cool à regarder. Clairement, on était sur les moments du film où je pouvais me réveiller et apprécier le spectacle. Même le titan colossal, j'aime bien le design. On sent une énorme chaleur émanant de lui qui le rend instinctivement dangereux et impressionnant. Pour moi, les titans sont le gros point fort du film. Il y a un bon travail qui a été fait et on reconnaît bien là que le réalisateur a pas mal travaillé sur des effets pratiques pour kaiju. Pareil, les scènes d'action avec l'équipement tridimensionnel marchent plutôt bien sur certaines séquences et rendent pas le concept de la chose ridicule. Et ça, c'est assez fou, sachant que c'était le truc le plus casse-gueule à retranscrire en live action, et ils se sont bien démerdés. Quant à la photographie, même si je n'apprécie pas trop, je ne peux nier les idées qu'il y a derrière. Les lumières dans ce film ont plusieurs sens. La lumière naturelle représente une scène de liberté et d'espoir, comme l'introduction du film où Armin, Mikasa et Eren se racontent leurs ambitions et leurs rêves, tout cela sous un ciel ensoleillé avant de s'en éloigner de plus en plus en se rapprochant du mur sombre et grisâtre qui représente le danger par-delà ces murs, c'est-à-dire les titans. Après ça, le film restera sur des couleurs sombres la majeure partie du temps, et même les moments de répit des soldats ne seront que faiblement éclairés à la bougie. Le soleil étincelant réapparaissant seulement lors du climax du premier film quand Eren se transforme en titan, pour montrer l'espoir qu'il redonne au personnage, ou même à la toute fin du deuxième, lorsque nos héros vainquent le titan colossal et voient par-dessus les murs. J'irais même jusqu'à dire qu'avec cette logique, la lumière blanche artificielle dans la salle de Shikishima est un symbolisme assez malin si l'on prend en compte mon interprétation, vu que Shikishima vend à Eren un plan de libération qui est dans les faits factice, tout comme la lumière recréée dans cette pièce. Bon ben je crois qu'il n'y a plus rien à dire au niveau esthétique, hein, donc je pense qu'on peut terminer cette vidéo et... Bon ok, j'ai menti.
On a encore beaucoup de coquilles en ce qui concerne la forme du film. Si je félicite volontiers les partis pris de mise en scène pour quelques scènes d'action ou de panique, je ne peux m'empêcher d'être absolument estomaqué face à quelques effets bien moches dignes d'un réal débutant. Comme des effets de sang qui éclaboussent l'écran, ça clairement, c'est naze. Les flashbacks en mode un peu saccadé d'anciennes scènes du film, c'est laid et j'ai toujours trouvé ça cheap. Les plans débulés pour une scène de conversation en mode un poil random et l'effet ne revient plus après. Vraiment, les plans débulés, faut les construire pour indiquer que votre scène est perturbante, sinon ça devient juste un autre effet cheap pour vous donner un genre. Pareil, lorsque le titan colossal attaque, dans l'animé, on part sur plusieurs points de vue et échelles de plan pour apprécier le gigantisme du titan et le danger qu'il représente. D'abord le point de vue des humains, puis celui du titan colossal, voyant les humains comme des petites taches à l'écran, puis un plan d'échelle montrant la grandeur du titan par rapport aux bâtiments et aux murs pour ainsi définir la menace. Le film fait le minimum de son côté et fait tout pour garder le titan bien caché derrière le mur pour économiser sur le budget. Et en restant sur la réal, hors scène d'action, on se fait clairement chier, vu que le réalisateur ne sait pas du tout filmer ses dialogues et tente de cacher ça avec des techniques surfaites. Et la colorimétrie sur les titans primordiaux est assez... moche. J'ai loué les idées de lumière et de teinte, mais je trouve qu'ils se mélangent très mal aux couleurs rouge vif du titan colossal et du titan blindé. Ça a du mal à se mélanger, désolé. Quant à la musique, eh bien disons que c'est la cata. Et c'est pas ce que vous croyez. Sagisu, c'est un musicien hors pair, et on l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, qui n'a strictement plus rien à prouver, et le prendre pour SNK, c'était sans doute une bonne idée. En écoutant l'OST, on retrouve un peu ses mimiques, son amour des chœurs, de la guitare électrique, des violons et du corps. Ce qui donne une OST passant parfaitement pour des films se voulant être une vision de l'apocalypse, avec des chœurs semblant chanter la fin du monde. Cette OST est assez différente de celle de Sawano pour l'animé, qui se veut elle plus guerrière et épique, alors que celle de Sagisu se veut être une tragédie biblique. Mais alors, si cette OST est si intéressante, pourquoi je dis que c'est une catastrophe? Eh bien pour la simple et bonne raison que le montage et mixage sonore puent la merde. Le montage sonore, c'est important, même si votre musique est incroyable, si elle intervient au mauvais moment ou qu'elle ne colle pas à la scène voulue, votre OST devient très vite nul à chier et gêne l'appréciation du film. Et dans les deux films SNK, c'est complètement le cas, avec des musiques qui collent pas avec ce qui est montré ou complètement inaudibles avec les bruitages. Toute l'OST est tuée dans l'œuf et on est obligé d'écouter l'album pour pouvoir l'apprécier. Et ça, c'est très chiant pour Sagisu qui aurait pu sauver quelques meubles. Donc bon, vous voyez que même en essayant de rester positif, ça finit par m'amener à parler d'autres soucis. Mais peut-être que je suis le seul et que le film a été merveilleusement accueilli par la critique et a eu un superbe succès au box-office. Sur ce coup-là, ma fortune est faite. La banque gagne. Attendez, mon programme de triche à boguer, vous devez me redonner une autre chance. Alors là, on va un peu rigoler, parce que franchement, on a fouillé partout, mais impossible de trouver le budget des deux films. Aucune info, rien, nada, niet. Et c'est le cas de pas mal de films japonais. Les productions nippones ne sont pas aussi ouvertes que chez nous ou aux US pour dévoiler le budget de leurs films, puisqu'après tout, pour eux, cela ne regarde que la production et non le public. Mais votre serviteur a su faire ses recherches dans le web japonais, et selon le site Ranking Mania, il a été dit que les deux parties ont coûté environ 1 milliard de yens chacun à produire, ce qui me paraît dans les normes de production japonaises de blockbuster assez cohérent. Et selon les dires, la production visait un succès à environ 10 milliards de yens pour chaque film. Pour vous donner une idée, c'est espérer que les deux films rentrent illico dans le top 50 des plus gros succès du cinéma japonais. Et selon le scénariste du film Tomohiro Mashiyama, il fallait absolument que les films rapportent au moins 3 fois leur budget pour ne pas être un échec. Vu que oui, le milliard a servi pour produire complètement le film, mais il ne compte pas le coût marketing et la sortie internationale des deux métrages, qui a dû coûter une blinde. Donc, maintenant que nous avons toutes ces informations, vous attendez sans doute la grande révélation. Est-ce que les deux films ont réussi à rapporter 10 milliards de yens chacun? Est-ce que la sortie internationale a aidé? Eh bien, je vous propose de voir les chiffres du tout premier film sorti en grande pompe et, oh surprise, il a réussi à rassembler 3 fois son budget. Tout juste. L'Attaque des Titans premier du nom réussira à rapporter
rapporté en effet 3,25 milliards de yens, très loin des 10 escomptés, mais au moins le film est à peu près rentable. Il réussira à se hisser 17e plus gros succès de l'année 2015 au Japon, mais les retours sont juste catastrophiques. Et le fait que la suite sorte à peine 2 mois plus tard n'aidera pas, puisque le second film rapportera moitié moins avec 1,68 milliards de yens. Et là, autant dire que le film est quasiment dans le rouge. Le bouche à oreille était déjà calamiteux et cela avait clairement tué toute envie de voir une suite. Le public n'a pas répondu présent et on peut pas vraiment leur en vouloir au vu de la qualité du produit et la manière étrange de sortir ces deux films à peine 2 mois d'intervalle. Nous sommes face à un flop qu'on pourrait juger mérité et à la limite prévisible. Beaucoup de fans ont chié sur le projet, clamant à la trahison au manga d'origine et basant pas mal de leurs critiques sur cet argument. Et ils ont parfaitement tort de faire ça en fait. Ouais, on va devoir en parler. Je, 7 et match. Si je fais partie de ceux qui ont joyeusement éclaté le film, je n'en reste pas moins assez circonspect quant aux reproches habituels faits à ces deux films. Pour les vidéos, je lis toujours des critiques positives et négatives pour mieux construire mon avis et voir s'il y a des détails qui m'ont échappé. Et autant dire que les critiques de SNK sont en grande majorité absolument pas intéressantes à lire. Ou à entendre. Sauf pour être puriste. Et tourne toujours autour du même point qui me casse les burnes, la fidélité au manga. Combien de fois j'ai lu des gens se plaindre des choix d'adaptation et le comparer allègrement à l'animé ou en manga pour dire que le support de base est bien meilleur, et blablabli et blablabla. Oui merci, on est au courant. Et ils n'ont pas forcément tort, mais certaines critiques ne se reposent quasiment que sur ça, et là j'ai un gros problème. Bien des gens reprochent au film de s'éloigner de la trame principale du manga, que les personnages ne sont pas complètement comme leur homologue de base, que l'univers ne fait pas sens avec celui du manga, alors qu'il me semble évident qu'il prend totalement une autre direction dès le départ. Le plus absurde étant les reproches faits sur Shikishima, en étant persuadé que ce dernier est une adaptation du personnage de Levi, alors que comme on a pu le constater dans l'analyse, les deux personnages n'ont strictement rien à voir. Je veux dire, je déteste aussi le perso de Shikishima, mais venir lui reprocher de juste pas être Levi, ça n'a aucun sens au niveau critique. J'ai l'impression que pour ces gens-là, les films auraient été meilleurs s'ils avaient suivi juste l'histoire du manga et que chaque changement apporté est une erreur. Et à cela, je répondrai que leurs exigences sont totalement bas du front, irréalisables et injustes envers le film. Déjà, un long métrage n'a pas la même structure narrative qu'une série ou un manga qui ont une histoire faite de manière plus épisodique. C'est-à-dire que l'histoire est découpée pour tenir une très longue durée de plusieurs dizaines d'heures. Et il y a ainsi plus de temps pour installer les enjeux, personnages ou péripéties. Alors qu'un film, c'est une histoire complète se finissant au bout de 2 heures, qui doit avoir un début, un milieu et une fin. D'où d'ailleurs la composition classique des 3 actes qui permettent à un long métrage de raconter une histoire de manière efficace. Ainsi, comment voulez-vous retranscrire fidèlement l'histoire de SNK écrite comme une série sur un film de 2 heures, sans effectuer de gros changements? C'est littéralement impossible. Les deux médias ne jouent pas sur le même tableau et ne respectent pas les mêmes règles de narration. Ensuite, vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous avais dit que le premier réalisateur engagé sur SNK avait quitté le navire pour différents créatifs. Eh bien, la raison, c'est que lui et Isayama ne se sont pas mis d'accord sur la marche à suivre. Tetsuya Nakashima avait pour idée de suivre le manga à la lettre, ce dont Isayama avait refusé catégoriquement. Pour lui, le film devait être sa propre entité indépendante et juste s'inspirer du concept. Et qu'on le veuille ou non, c'est une démarche tout à fait recevable et personnellement je la trouve bien plus intéressante qu'une simple redite de ce que l'on a déjà vu en moins bien. Je l'ai déjà dit sur Jujutsu Kaisen 0 et Dragon Ball l'aventure mystique, il est toujours plus intéressant de s'éloigner le plus possible du support de base pour proposer de la nouveauté. Le souci de SNK n'est pas tant d'être éloigné du manga, c'est que le film est juste naze, tout simplement, et pas la peine de le comparer au manga pour le voir. Et sans déconner, j'irais même jusqu'à dire qu'ils auraient dû virer tout ce qui reste du manga pour tenter de proposer leur propre soupe. Là déjà, il y aurait eu moins de monde pour gueuler, de nouveaux personnages, une nouvelle histoire et une véritable réinterprétation complète de l'œuvre, tout en gardant son message de fond, notre quête de liberté. Je vous l'ai dit, il y a du potentiel dans ce scénario, et l'équipe autour du projet est grave talentueuse. Vous me croyez pas? Vous savez ce que le réalisateur et son équipe ont pondu après ce film?
Merci. Comme quoi, vous aurez beau avoir une équipe compétente, si vous avez des scénaristes peu qualifiés et des choix de production douteux, vous pouvez facilement tourner en catastrophe. Le cinéma, c'est un art collectif. Chaque rouage est important et une ou deux personnes talentueuses ne suffisent pas à sauver un projet. Mais bon, nous avons le résultat que nous connaissons et l'envie de quand même garder les éléments de l'œuvre de base ne fait qu'alourdir le récit et l'empêche de voler de ses propres ailes. Et j'ai vraiment plus de peine pour ces films que de la haine. Ils ont tenté quelque chose de nouveau, mais ils ont eu bien trop peur de faire le grand saut. Un bien beau gâchis. C'est bien dommage car j'aurais aimé vous présenter un bon exemple de réadaptation complète d'un manga sans que ce soit une catastrophe. Je me demande vraiment si ça existe. Non, vraiment.